même dans les couches inférieures du plan astral. Car ne croyez pas, comme beaucoup le font, que c'est votre intuition et votre clairvoyance sur les êtres qui produisent en vous des mouvements de sympathie et d'empathie. Non. Ce sont des attractions ou des répulsions qui ont une origine physique, biologique, et pas du tout spirituelle. Une personne possède dans la structure de son corps physique, de son visage, des éléments qui sont en affinité ou au contraire en opposition avec certains éléments appartenant à votre propre structure biologique. Et c'est pour cela que vous vous sentez attiré ou repoussé par elle. Et si vous vous donnez la peine de réfléchir et d'étudier la question, il se peut que vous trouviez de graves défauts chez ceux qui vous sont tellement sympathiques et au contraire des qualités et des vertus chez certains pour qui vous éprouvez une certaine antipathie. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes au siège de l'information, la grand-messe de l'information sur Golf TV Africa. Nous aurons passé 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux locaux, nos réseaux internationaux et nos réseaux. Nous serons également, mesdames, messieurs, si vous nous suivez en direct sur nos réseaux sociaux. Merci de prendre le rendez-vous de ce soir pour vous informer. C'est le siège de l'information, je vous le rappelle. Tout à l'heure, nous aurons en invité le docteur Denis Apovo. Docteur Denis Apovo, il est médecin, il est gynécologue. Il est aussi membre du bureau exécutif de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Il viendra nous faire le point de la dernière rencontre tripartite, concertation, négociation collective, gouvernement, partenaires sociaux, patronat. Prenez donc le rendez-vous, ce sera tout à l'heure au cours de cette messe de l'information. Mais avant tout ceci, voici le sommaire de l'actualité nationale. Ils ont été officiellement installés ce jour à Cotonou. Ce sont les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Ils ont été installés par le chef de l'État, Patrice Talon. Le point dans un instant. L'année scolaire démarre le 19 septembre prochain, mais c'est aujourd'hui la pré-rentrée. La plupart des établissements scolaires ont commencé à faire leur toilettage et prendre les dispositions nécessaires pour une rentrée sans difficulté. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Moussa Latundi, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux avec la Mauritanie le 24 septembre et le Madagascar le 27 septembre. On note le retour de Moussa Latundi. De Cessignon, Stéphane.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir Golf TV Africa pour vous informer. Ils ont été officiellement nommés au mois de juillet dernier. Il s'agit des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Ils ont été officiellement installés aujourd'hui par le chef de l'État, Patrice Talon. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Mérina en présence d'un parterre d'invités. Golf TV Africa, reportage. Les 10 membres du Collège de l'autorité de régulation du secteur de la santé viennent officiellement d'être installés dans leurs fonctions. Nommés en Conseil des ministres, les membres de cet organe supérieur devront veiller à l'opérationnalisation de toutes les réformes en cours dans le secteur sanitaire béninois. Dans le domaine législatif, des lois majeures ont été prises pour améliorer la gouvernance du système de santé, notamment la loi portant protection de la santé des personnes et celle portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Pour renforcer le management et le leadership dans le secteur de la santé, plusieurs organes ont été mis en place, notamment le Conseil national des soins de santé primaires et le Conseil national de la médecine hospitalière. De nouvelles agences ont été créées pour rendre l'action publique dans le domaine de la santé plus efficace et efficiente. L'autorité est chargée de recommander des réformes à opérer dans et en dehors du secteur de la santé susceptibles d'affecter la santé des populations, d'émettre des avis sur l'exécution du plan national de développement sanitaire, de veiller à l'harmonisation des relations entre les prestataires de soins et les tiers payants, de valider la carte sanitaire, de définir les référentiels de qualité pour le secteur de la santé, de conduire les processus d'accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux, d'assurer le suivi de l'exécution du budget du ministère en charge de la santé et de veiller à la bonne gouvernance. Le défi n'est pas des moindres et les membres de l'ARS sont d'ores et déjà prêts à le relever. Nous acceptons cette mission indispensable au développement de notre pays. Il est revenu à l'autorité de régulation du secteur de la santé, dernière pièce de l'échiquier sanitaire, de s'appuyer sur l'amélioration continue de la qualité des soins pour veiller à la réalisation du droit à la santé de tous les citoyens et pour structurer la régulation du secteur sanitaire. En convoitant la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Bénin, l'autorité de régulation du secteur de la santé contribue aussi à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le chef de l'État place de grands espoirs en l'ARS et ses membres. Vous serez des pionniers en matière de régulation du secteur sanitaire au Bénin et de votre succès dépendra la survie, la longévité de cet outil si précieux et indispensable pour l'offre qualitative des soins au Bénin. Mon espérance va au-delà des mots parce que le parcours de chacun mérite bien qu'on fasse confiance aveuglément. Le challenge est commun et j'espère que le mérite sera commun également, sinon à vous essentiellement. La régulation du secteur de la santé permettra à chaque Béninois d'espérer que désormais les choses se feront autrement dans notre pays et pour de bon. Investis dans leurs fonctions ce jour, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé devront dans les mois à venir prouver à toute la nation béninoise que le président Talon a fait le bon choix en les nommant à ce poste. Au terme de cette cérémonie, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, le docteur Lucien Dossou-Bété, s'est exprimé face aux hommes des médias. Il est revenu dans ses propos sur la volonté manifeste du chef de l'État de permettre à chaque citoyen d'avoir facilement accès en matière de maladies à des soins et de santé et des produits médicamenteux de qualité. Suivez. La séance que nous avons eue avec M. le Président de la République consistait pour lui à nous redire avec précision et délicatesse tout ce qu'il attendait de nous, notamment faire en sorte que très vite,
le secteur de la santé puisse montrer des éléments de changement qui vont garantir à ce que chaque Béninois, partout où il est dans le pays, en cas de maladie, puisse avoir accès facilement à des soins de qualité. Nous dire combien il était urgent que dans le secteur de la santé, il y a le secteur de la pharmacie qui est un élément très important à côté des soins sur lequel nous devons travailler en coordination avec l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Et tout ça, ce sont des choses qui lui tiennent à cœur et qui nous tiennent aussi à cœur, un peu comme s'il avait réussi à nous transmettre cette ardeur qu'il a à ce que le secteur de la santé béninois devienne un exemple qu'on puisse citer dans quelques années. Patrimoine commun au Bénin et au Togo, le barrage hydroélectrique de Nangbeton serait-il la cause des inondations observées ces derniers temps, notamment dans la partie méridionale des deux États? C'est la question qui alimente depuis quelques jours la polémique au sein de l'opinion publique. Cette polémique tire sa source d'une vidéo abondamment relayée par les réseaux sociaux et qui montre cette infrastructure ouvrir ses vannes pour déverser tout son contenu dans le fleuve Mono. Il s'agit d'une opération inhabituelle pour le commun des mortels et qui sème inquiétude et incompréhension. Interpellé sur la question du débordement de cette infrastructure hydroélectrique, le ministre béninois de l'énergie Jean-Claude Donahoussou rassure les populations. Les lâchers d'eau constatés sont une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations, a-t-il expliqué. Plus de précisions avec vous, Gauthier Sedodi. En fait, le fait qu'il y ait le barrage permet une gestion contrôlée. C'est une opération inhabituelle pour les populations lambda, mais qui se fait dans un but précis et avec toute la maîtrise requise. Les lâchers d'eau du barrage de Nangbeton sur le fleuve Mono font objet de polémiques depuis quelques jours parce que mal compris. Pour beaucoup, ils sont à l'origine des inondations constatées depuis peu. Bien au contraire, dira le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, qui, interpellé sur la question, a dit ce que l'on devrait savoir. Nous avons un niveau amont et un niveau aval par rapport à ce barrage. Quand la quantité d'eau qui arrive, c'est le cas actuellement, en période de crue, où il y a beaucoup de précipitations, le fleuve augmente à la fois son niveau et son débit, donc toute cette quantité se déverse vers le barrage, et donc le niveau en amont, donc juste avant le barrage, augmente considérablement. Et si on ne fait rien, ce niveau va tellement augmenter qu'il va passer au-dessus du barrage. Et s'il passe au-dessus du barrage, le barrage ne pourra plus jouer son rôle de barrage. Donc toute l'eau qui arrive de l'amont va se déverser donc dans la vallée et causer des inondations sans commune mesure avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est justement pour protéger le barrage de Nangbeton, pour qu'il continue de jouer son rôle de barrage, que l'opération de lâcher d'eau a été lancée par la communauté électrique du Bénin le 4 septembre dernier. Il s'agit d'une opération de routine en période de crue et qui se fait surtout après l'avoir annoncé aux autorités administratives qui se doivent de prendre des dispositions idoines par rapport aux inondations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. C'est pour ça que je recommande, mais vraiment, instamment, à nos concitoyens, de tenir compte des informations qui sont données par rapport au lâcher d'eau. Des endroits à évacuer en ces moments-là, il faut les évacuer. Il faut les évacuer parce que c'est quelque chose de temporaire. Et si on ne respecte pas, au lieu d'être temporaire, ça pourrait être définitif.
Mis en service en 1987, le barrage de Nagbetor est l'œuvre commune du Bénin et du Togo. Contrairement à ce que beaucoup pensent et disent, il a tenu plutôt les effets des inondations. Je peux dire, mais avec certitude, que heureusement qu'il y a le barrage de Nagbetor particulièrement, et comme tout barrage dans le monde entier, ça sert à barrer l'eau pour pouvoir réguler son passage. Cette régulation permet de protéger la population. Mais en fonction de la quantité qui arrive, si on ne fait rien, soit l'infrastructure, l'ouvrage est dégradé et perdu, et donc ne pourra plus jouer le rôle de barrage, ou soit le niveau d'eau est tellement important que ça passe au-dessus du barrage, et pareil, on ne maîtrisera plus rien. C'est des quantités énormes d'eau qui arrivent. Ce n'est pas le barrage qui produit de l'eau. Le barrage ne produit pas de l'eau. Le barrage reçoit l'eau charriée par le fleuve. Et le barrage permet de réguler cette eau pour protéger tout ce qui se trouve en aval, la population, les champs agricoles, etc. La quantité d'eau que nous retenons est énorme. Et cette quantité-là, si le barrage donc, de la CEB n'existait pas, que cette eau-là devait venir naturellement, comme elle vient là. Mais ça, Ouida allait même être inondé, puisque vous avez de l'eau qui arrive dans toute la partie là. Beaucoup pensent que quand l'eau arrive, l'eau va dans la mer. L'eau ne va pas dans la mer. L'eau de la mer ne se mélange pas aux eaux douces. Donc cette eau-là, nous essayons de stocker autant qu'on peut pour réduire la catastrophe. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Pour une meilleure gestion de cette période de grande crue, les populations dans les zones à risque sont invitées à la vigilance et au respect des consignes données. Merci Gauthier Sédodé. Le scanner, c'est un outil électronique qui se connecte à l'ordinateur principal d'une voiture. Cet outil permet aux techniciens en automobile de bien faire son diagnostic en cas de panne du matériel roulant. Mais que pensent les techniciens de ces outils de travail? Golf TV Africa s'en préoccupe ce soir. Serge Vivien Couillemont. La mécanique automobile devient de plus en plus complexe depuis l'introduction de composantes électroniques dans les véhicules. Les diagnostics mécaniques sont toujours aussi importants, mais l'analyse de l'électronique est aujourd'hui nécessaire pour pouvoir entretenir les véhicules les plus récents vendus sur le marché. La maintenance, la révision et la réparation des matériels roulants nécessitent des connaissances solides dans tous les domaines de compétences. Électricité, mécanique, hydraulique. Pour assurer les diagnostics électroniques des véhicules, il existe désormais des outils ultra sophistiqués et des plateformes constamment mises à jour que certains semblent négliger. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nos collègues garagistes se posent toujours encore la question ou se disent que ce n'est pas nécessaire cet outil avant d'intervenir sur les véhicules des clients. Si je dois donner une réponse à ça, je dis c'est faux. C'est faux parce que aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. La mécanique aussi a beaucoup évolué. Ce n'est plus la mécanique d'avant. En tant que mécanicien, tu n'as pas l'outil de diagnostic que nous appelons le scanner. Le scanner, le rôle est quoi? Le scanner nous permet de dialoguer avec le véhicule parce que le véhicule, c'est un patient qui ne parle pas. Avec l'évolution de la technologie, un garage doit s'équiper d'un scanner en toutes conditions. En toutes conditions. Voilà la première des choses. Le scanner, c'est un outil de diagnostic qui nous aide, qui aide le garagiste en toutes conditions c'est-à-dire à ne pas tâtonner dans les problèmes de réparation. Voilà. Il est conseillé, quelle que soit la panne que le client amène chez vous, de poser l'outil de diagnostic nommé le scanner. Parce que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que pour même enlever les patins de frein d'un véhicule, il y a des véhicules qui exigent qu'on désactive le système de freinage d'abord avant de toucher les patins. Mais beaucoup de mécaniciens ne savent pas. Ils enlèvent les roues, ils forcent les étriers de frein, ils forcent les pistons, on fait tout pour enlever le patin. Le client prend le véhicule, il rate son freinage, peut-être c'est un accident qui vient après. Il existe aujourd'hui plusieurs outils essentiels pour effectuer le diagnostic des véhicules. Les mécaniciens doivent avoir à disposition un scanner adapté pour faciliter le diagnostic des erreurs qui peuvent survenir dans l'électronique des véhicules. Celui-ci, c'est un scanner
que nous appelons Oil Reset. Donc ça fait les mises à jour d'huile seulement, les programmations d'huile de vidange. Donc lui, il ne fait que ça. Voilà un scanner spécifique qui ne joue que ce rôle-là. Et il fait aussi ce que nous appelons les TPMS. C'est les pressions de pneus. Aujourd'hui, quand il manque de l'air dans un pneu, le véhicule vous le signale au tableau qu'il y a un pneu qui est dégonflé. Donc voilà, après avoir mis de l'air, il faut reprogrammer pour dire nous avons mis de l'air. Quand vous faites des vidanges, nous avons fait la vidange. Voilà un TPMS et un Oil Reset. Ici, nous avons les types de scanners que nous appelons communément les OBD2. OBD2. Souvent, ça permet, ces genres de scanners permettent seulement de scanner les moteurs. Les OBD2 ne vont pas souvent au-delà de ça. C'est aujourd'hui qu'ils ont amélioré. Sinon, au début, quand vous avez un OBD2, vous pouvez seulement scanner un moteur. Donc voilà les OBD2. Voilà plusieurs types de OBD2 qui permettent de scanner seulement les moteurs. Voilà un OBD2, comme je viens de le dire, qui est amélioré, qui vous permet d'aller au-delà des moteurs. Avec ce type de OBD2, vous pouvez lire des défauts. Code moteur, lire aussi des défauts au niveau de la transmission et au niveau de l'ABS. Mais vous ne pouvez pas faire des programmations avec ce type de OBD2. Nous venons de travailler avec ce scanner qui est multimarque, qui nous permet de voir plusieurs types de véhicules. C'est toujours des multimarques. Ces deux scanners sont des multimarques. Seulement que celui-ci est un scanner qui fait tout véhicule jusqu'en 2016 et celui-ci fait tout véhicule de 2013 en 2019. C'est la différence. Voilà un scanner qui ne traite que les véhicules Mercedes. Et comme je viens de le dire, celui-ci fait tout véhicule Mercedes jusqu'en 2016. Mais tout véhicule qui est fabriqué après 2016, il ne pourra pas le faire. Raison pour laquelle il y a son grand frère qui est là, qui fait tout véhicule Mercedes jusqu'en 2019. Tout véhicule Mercedes fabriqué jusqu'en 2019, ce scanner peut le faire, il peut le programmer, il peut tout faire sur un véhicule Mercedes. Merci beaucoup. Raison pour laquelle aujourd'hui, un garage doit être équipé pour pouvoir travailler et donner un bon résultat aux clients. Le secteur automobile connaît une véritable révolution. Par conséquent, l'entretien devient plus exigeant et plus complexe. De ce fait, le diagnostic automobile s'avère de plus en plus nécessaire et indispensable. Il est essentiel de faire vérifier et entretenir régulièrement votre véhicule afin que vous et votre famille soyez en sécurité sur la route. Parlons à présent de culture hors sol, encore appelée hydroponie ou hydroculture. C'est sans aucun doute un espoir pour nourrir l'humanité d'ici une cinquantaine d'années. Au Bénin, certains s'y adonnent déjà et cette forme de culture, selon eux, rencontre encore des difficultés, cette forme de culture. Et puis, en quoi consiste cette culture dite hors sol? Golf TV Africa s'en préoccupe ce soir. Imaginez. De la tomate et de la laitue produites hors de leur milieu d'origine, c'est l'agriculture hors sol. Une technique nouvelle, une activité de prestige chez certains qui consiste à réunir les conditions écologiques dans un milieu autre que le sol afin de faire pousser la plante. Alors l'agriculture au sol, c'est cette nouvelle manière de produire dans des substrats neutres. C'est de produire dans des milieux autres que le sol. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on peut produire, même si on a coton, même si on a un milieu urbain. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un sol fertile et vous avez envie d'avoir à la maison chez vous un potager, vous pouvez faire recours à la technique de production hors sol. C'est-à-dire cultiver dans des milieux autres que le sol. Vous savez, les gens ont toujours cru que pour avoir une plante, il faut le sol, ce qui est très faux. Vous savez, la plante que nous voyons debout comme ça, il a trois choses qui participent dans le développement d'une plante. Nous avons l'azote, le phosphore et le potasse. Alors si nous pouvons trouver ces choses-là à une plante, même si ce n'est pas dans le sol, elle peut bel et bien grandir. Donc comme on l'a dit, pour avoir un être humain, il faut un sperme et un ovule. Ouais, la plante, c'est le N, le P, le K. Donc du coup, les gens ont beaucoup cru que et pour avoir une plante, il faut forcément aller au sol. Or, si nous trouvons des milieux autres que le sol,
Et si ces milieux peuvent déjà nous permettre d'alimenter la plante, de le nourrir, de lui donner chaque fois de l'eau et de faire son entretien, elle va bel et bien grandir. Donc ce n'est pas forcément le sol qu'il faut avant de cultiver. On peut bel et bien cultiver aussi sans le sol, d'où l'agriculture hors sol. Les engrais utilisés par certains producteurs et les techniques qui les accompagnent pour accroître les rendements sont parfois nuisibles à la santé. En effet, ce sont entre autres raisons qui devront aujourd'hui pousser les populations à aller vers ce genre de culture. Vous et moi, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons mangé avant-hier. La tomate qu'on a achetée avant-hier, vous êtes témoin de comment les gens ont produit ça. Vous l'avez constaté aujourd'hui, quand on achète la tomate aujourd'hui maintenant, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça se pourrit. C'est-à-dire quoi? Les gens alimentent, c'est-à-dire nourrissent mal les plantes dans les maraîchages, généralement. Ils arrosent mal et du coup, tout ceci va à l'encontre des éléments qui concourent à la croissance, sinon et à la qualité du fruit qu'on recueille sur la plante. Voyez-vous, or, quand nous faisons le hors-sol, nous contrôlons nous-mêmes de quoi sur la plante. C'est-à-dire nous apportons nous-mêmes l'eau, on apporte nous-mêmes les éléments fertilisants et on contrôle l'état sanitaire de la plante. Ce type de culture est bénéfique à plus d'un titre. Elle n'est pas saisonnière, on peut donc la faire tous les jours de l'année. Ce qui différencie l'agriculture hors sol de l'agriculture normale, c'est que, contrairement à ce que les gens font, vous savez, en agriculture normale, les gens exploitent les domaines sans nécessairement s'intéresser à la qualité du sol, la qualité du substrat, et sans faire de lien entre le support qui est le substrat et ce qu'on veut cultiver ou ce qu'on veut élever. En agriculture hors sol, c'est plus rigoureux. C'est que vous voulez réunir les conditions écologiques pour que la plante puisse vivre. Mais si rigoureusement vous n'avez pas ces conditions, vous n'aurez pas les résultats. Alors que quand vous faites ça dans un espace naturel et vous ne gérez pas tout ce qui est dans le sol, vous pouvez avoir la chance que tout ce qui n'est pas évalué peut permettre à ce que la plante puisse se développer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'externe. Mais pour l'agriculture au sol, c'est que vous apportez tout et vous suivez tout avec la rigueur nécessaire et vous avez les résultats. Toutefois, tout n'est pas rose. Ce business comporte également des difficultés. Il y a de facilités partout et il y a de difficultés partout. En fonction de ce que vous voulez faire, quand nous parlons de l'agriculture hors sol, est-ce que vous avez les moyens de réunir les conditions? Une difficulté est liée surtout à ceux qui réalisent l'activité. Les gens n'ont pas le minimum de connaissances pour pouvoir faire, et les gens font les choses parce que c'est ça qui passe dans leur tête, et après ils trouvent que ça n'a pas marché. Non, ça doit marcher parce que ça marche ailleurs. Pour nous, il est très difficile de trouver que tout est difficile. Tout est pour nous facile. Ici, les ennuis des producteurs sont généralement liés à l'acquisition des engrais bio qui reviennent un peu chers. Ils invitent ainsi l'État à encourager ces genres de culture et à la promouvoir davantage. Bon, la difficulté que nous avons, c'est, vous savez, les engrais que nous utilisons ne sont pas les engrais que les gens utilisent. C'est-à-dire les NPK 15 ou bien les NPK à urée haute, là, c'est pas ça que nous utilisons. Donc nous utilisons des engrais qui sont spécifiques à ça, parce que vous savez, en réalité, quand les gens utilisent des engrais n'importe comment, c'est pas ça. Chaque plante a bien son engrais. Voyez-vous, donc du coup, et par rapport aux fertilisants, on a un peu de problème parce que il faut importer, les engrais bio c'est un peu cher, voyez-vous, il faut les importer, mais c'est maintenant, il y a beaucoup de jeunes que nous connaissons peut-être, qui font des travaux qui sont très intéressants pour la nation. J'en connais plein qui ont innové sur le marché, ils ont fait des engrais biologiques, lesquels nous utilisons et qui nous donnent des résultats vraiment extraordinaires. Voyez-vous, donc, la difficulté que nous avons, c'est pas pour l'engrais. Mais je pense par l'aide de Dieu et avec tous les efforts des uns et des autres, je pense que ces leçons déjà conjuguées au passé. Investir dans ce business, d'accord, mais est-ce vraiment rentable? Oui, ça dépend de ce que vous appelez rentabilité. Vous savez, et dans des pays aussi avancés, nous avons vu des choses qui nous ont assez surpris. Et vous allez aujourd'hui en Europe, vous voyez des bâtiments et vous ne savez pas où commence le sol, où commence l'étage. Au-dessus de l'étage, on a vu des palmiers pousser, des cocotiers pousser. Ça veut dire que ça peut être une agriculture, ça peut être de la production de prestige, mais aussi ça peut permettre de cultiver et de suivre afin d'éviter
des produits qui viennent de la nature et qui auraient utilisé beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques et autres, là, c'est qu'en agriculture hors sol, vous avez la possibilité de tout suivre. Mais il faut comprendre, pour toutes ces initiatives qui pourraient se prendre, c'est qu'il y a un temps de recherche. Même si c'est des résultats de recherche à adapter dans nos contextes, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Et cela a un coût. Ce que nous ne voyons pas chez nous, c'est qu'il y a des investissements à faire pour les premiers et les résultats des premiers vont aider les autres à avancer. Ce qui n'est pas toujours le cas au Bénin. Et souvent, les gens se mettent à faire certaines productions, mais rapidement, ils se sentent submergés parce qu'ils pensent que ce n'est pas rentable. L'alimentation de la plante est contrôlée par nous-mêmes. Nous apprenons les engrais qu'il faut. Bien sûr, des engrais biologiques, bien sûr. Donc, voilà, c'est très avantageux parce que même le paysan qui produit en terre est limité. Parce qu'il produit à un moment donné, il n'arrive plus à trouver réellement la pluie, il attend la pluie, il n'arrive pas à faire. Donc, du coup, il reste contraint à cette saison que nous avons. Or, avec cette production, nous pouvons produire tout au long de l'année. La preuve, nous sommes déjà en train de finir avec la pluie. Mais déjà, vous voyez les plantes que vous voyez déjà, ces plantes vont rester jusqu'à aller en janvier. Généralement, de décembre jusqu'en mars au Bénin, la tomate est chère. C'est plus rentable la tomate. Donc, c'est extrêmement rentable pour les producteurs qui sont en train de le faire déjà. Plusieurs producteurs pratiquent l'agriculture hors sol au Bénin. Certains ménages ont également rejoint leur rang, car cela leur permet ainsi de mieux contrôler leur alimentation. Un reportage signé Joachim Kamaldine. Mesdames, Messieurs, je vous le disais à l'entame de cette messe de l'information, notre invité ce soir, c'est le docteur Denis Apovo. Il est gynécologue obstétricien. Il est membre du collectif des praticiens hospitaliers du Bénin. Il est membre du bureau exécutif de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Il est aussi le secrétaire à la santé des travailleurs. Nous le recevons juste après ceci. Docteur Denis Apovo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chabel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Vous étiez il y a quelques jours à la rencontre, ce qu'on appelle généralement la concertation gouvernement syndicat pour les négociations collectives tout tripartites, voilà, syndicat, patronat et gouvernement. Nous avons appris que c'était un peu sérieux à l'occasion, mais dites-nous, quelle est l'ambiance qui a prévalu? Merci, Monsieur Chabel, pour l'importance que vous portez aux travailleurs à travers cette négociation syndicat-gouvernement. Par rapport à l'ambiance qui a prévalu, c'est une ambiance bon train, parce que nous sommes des partenaires. C'est pour le mieux-être des travailleurs que cette séance a eu lieu. Et pour cette fois-ci, c'est pour parler de la rentrée, les urgences que le gouvernement a effectuées pour qu'il y ait une rentrée scolaire et académique apaisée. Donc, c'est à cet effet qu'on nous a... Il s'agit d'une séance extraordinaire. Ce n'était pas des séances ordinaires que pour cette négociation, parce qu'on avait eu la première séance en avril avec le chef de l'État. Donc, pour la rentrée, le gouvernement a voulu montrer aux travailleurs quels ont été les préparatifs, pour que cette rentrée soit plus, se fasse correctement et que les acteurs de l'école puissent être dans de bonnes conditions de travail et ce qui reste. Docteur Denis Apovo,
Je reviendrai tout à l'heure sur cette ambiance parce que nous avons appris que ça fait plusieurs jours que les syndicats demandent à rencontrer le gouvernement, demandent que siège cette rencontre de négociation au gouvernement un syndicat, puisqu'il y a beaucoup d'autres urgences et qui pressent véritablement. Nous en viendrons. Mais dites-nous, quel point peut-on faire de cette rencontre ? Gouvernement, syndicat, patronat. Par rapport au point que nous pouvons faire, que tout le peuple peut faire, c'est que le gouvernement est fait prêt sur le plan organisationnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, pour que les acteurs de l'école puissent retrouver l'école d'ici à là et que tout se passe bien. En réalité, c'est un peu ce que le gouvernement est venu nous dire. Donc, par rapport aux autres points, nécessairement, parce que, à l'entame, la COSI Bénin, à travers son secrétaire général Noël Chadari, avait fait une déclaration pour dire qu'il y a des urgences plus urgentes. Et c'est pour ça que la COSI Bénin, avec d'autres centrales, ont écrit plusieurs fois pour dire que les négociations, les canaux de négociation sont bouchés. Donc il va falloir qu'on rouvre les négociations pour qu'on puisse continuer. Parce que pour nous, lorsque on a fini avec le chef de l'État en avril, on doit avoir un continuum des négociations. C'est ce qui est dit. Mais rien ici, on était dans l'expectative, on attendait. Mais rien n'arrivait à l'horizon. Rien n'augure d'eux. Et ils ont écrit pour dire, ouvrez les négociations. Et voilà que nous sommes à la rentrée, à la veille de la rentrée, le gouvernement a voulu qu'il y ait une session extraordinaire. Extraordinaire pour parler uniquement de la rentrée. Et que de laisser les autres points pour que, parce que la COSI estime que la manière dont les négociations se mènent ne présage pas d'un avenir meilleur. Parce qu'une négociation, lorsque vous finissez, vous devez sortir avec quelque chose à dire. Résolution concrète. Concrète pour les travailleurs. Mais ce n'est pas une séance d'information pour dire on a fait une affaire. Quels sont les besoins des travailleurs? Parce que c'est une activité régalienne de l'État pour préparer la rentrée. Pour que les acteurs arrivés là-bas, ils puissent trouver tout ce qu'il faut pour que la rentrée soit profitable pour nos enfants. Mais pour le travail lui-même, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir dérouler les cours dans de meilleures conditions? Parce que ce sont des parents aussi, ils vont payer il y a des hydratats qu'ils vont pouvoir subvenir à ces besoins pour qu'au moins en classe, ils aient le cœur à l'ouvrage. Donc c'est un peu, il faut qu'on mette le cœur, le travailleur au centre de toute négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce puisse être productif? Le rendement que nous voulons. Bien vrai, nous avons des rendements, mais c'est à quel prix? Donc, si le travailleur n'a pas le cœur à l'ouvrage, il ne pourra pas produire correctement. Docteur Denis Apovo, vous avez dit, vous avez eu la dernière rencontre avec le chef de l'État en avril dernier. Et du fait de la rentrée, le gouvernement convoque cette rencontre-ci. Mais entre-temps, vous avez écrit plusieurs fois. D'avril à septembre, ça fait 5 mois. Est-ce qu'il faudra attendre à chaque fois 5 mois et attendre qu'il y ait une nécessité, une urgence véritable comme la rentrée pour que les rencontres de concertation se fassent? Vous avez entièrement raison, parce que pour les négociations, il y a un calendrier et qu'on voudrait que le gouvernement respecte ce calendrier. Et c'est à ce titre que les acteurs pourront, puisque c'est des échanges, ils pourront trouver des solutions aux problèmes posés. Il ne faille pas attendre. Et par rapport au détratat de l'autre rencontre que nous avons eue avec le chef de l'État, c'était dit la révalorisation du point indiciaire et du SMIC. C'est ça qui était à l'ordre du jour, qui
Et c'est ça qui a été annoncé depuis décembre. Voilà que nous tendons vers un autre décembre et rien ne pointe à l'horizon. Donc, il faut qu'avec le panier de la ménagère qui s'amenuise au jour le jour, il va falloir, c'est le travailleur, l'enseignant, les travailleurs. Il faut qu'on améliore son pouvoir d'achat pour qu'enfin, il puisse se sentir à l'aise à donner l'enseignement qu'il faut. Donc, nous avons mis ça comme premier point à l'ordre du jour, le pouvoir d'achat, ce que le gouvernement a annoncé. En deuxième position, nous avons parlé de la gestion des AME. Et en troisième, les SAT et le recrutement. Mais dites-nous d'abord, quelle lecture faites-vous de la démarche du gouvernement face aux doléances des travailleurs? Pour ne pas offusquer, il s'agit d'un mépris. D'un mépris pour les travailleurs. Parce que c'est à travers les organisations syndicales que les travailleurs s'expriment. Maintenant, si vous ne convoquez pas, ça montre que vous avez d'autres priorités. On peut être à la cuisine, mais puis c'est de la cuisine qu'on va nous dire ce qui est fait. Maintenant, si nous attendons, nous sommes des invités, la cuisine, on prépare, et on ne voit rien. Qu'en est-il? Est-ce que l'invité que nous sommes, est-ce qu'on a pris en compte nos préoccupations? On est à la cuisine, mais c'est vous les travailleurs qui travaillent en fait. Oui, exactement. Donc, nous attendons, il va falloir qu'on réfléchisse. Nous sommes dans un gouvernement sérieux et il va falloir qu'il prenne en compte les problèmes, les préoccupations. Lorsque vous ne permettez pas aux gens de s'extérioriser, lorsqu'ils vont s'extérioriser, ça serait l'hécatombe. Donc on ne veut pas en venir là. C'est pour ça que nous, la responsabilité syndicale nous oblige à relancer le gouvernement. Mais cela, apparemment, tel que vous parlez, c'est que le gouvernement ne se préoccupe pas de ce qui vous arrive, vous. Le gouvernement suit un calendrier qui lui est propre. La preuve, depuis avril, c'est maintenant. Peut-être qu'on n'en aura plus, s'il faut attendre d'autres 5 mois, on n'en aura plus avant l'année prochaine. On espère que tel ne sera pas le cas, parce que le ministre d'État, le président de la séance, M. Abdoulaye Bochandé, nous a dit qu'en fin novembre, qu'on aura les mesures prises par le gouvernement en direction des travailleurs et en direction d'autres acteurs de l'éducation. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous vous réunissez, ce n'est pas une rencontre de négociation, de concertation, c'est une rencontre d'annonce. Oui, exactement. Et tel ne doit le pas gouvernement être doit le cas. annoncer ce qu'il fait. Normalement, les centrales syndicales ont un cahier de charge. Vous voyez et vous asseyez, ceci nous pouvons faire avec tel chronogramme, ainsi de suite. Normalement, tel doit être. Maintenant, c'est que le gouvernement appelle et dit, vous informe. C'est plus une séance d'information que de négociation. Au sujet de la situation des aspirants au métier de l'enseignement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est fait? Actuellement, le gouvernement, c'est toujours des annonces. Le gouvernement a jugé bon de faire une avance de 1 mois à cette catégorie d'agents, je parle des AME, pour qu'ils puissent effectuer la rentrée convenablement. Ce qu'on appelle aspirant. Aspirant. Et qu'en fin janvier, qu'ils payent. Nous, en tant que représentants des travailleurs, nous ne savons pas à quoi cela. Si c'est avance, c'est pas la première fois que on entend ce terme, c'est avance sur salaire. C'est des gens qui n'ont pas le salaire pendant les 3 mois de vacances. Et on sait qu'ils doivent préparer la rentrée. Et en dehors du fait qu'ils sont des enseignants, ils sont aussi parents. Parents. Et c'est le même exercice qu'ils font avec les autres catégories de professeurs. Maintenant, on leur annonce qu'on va leur donner une avance. Et qu'ils vont rétrocéder après. Nous, on ne sait pas. On n'est pas dans les secrets de Dieu. Comme vous l'avez dit, le gouvernement a des motivations que nous ne connaissons pas.
Et qu'à chaque fois, c'est des annonces. On va attendre, vous allez attendre en fin novembre pour savoir à quelle sauce vous serez mangé. Donc nous, on attend. C'est l'expectative, comme on le dit chez nous, on attend. Un des responsables des aspirants au métier d'enseignant est passé sur ce plateau. Il a expliqué une situation un peu malheureuse. Il dit, pendant les vacances, nous ne sommes pas payés. Pendant 3 mois pratiquement, nous ne sommes pas payés. Le gouvernement nous a contraints à avoir des comptes bancaires pour recevoir les salaires. Alors, lorsque la fin du mois vient, la banque, avant de vous rétrocéder votre salaire, prélève généralement ce qu'ils appellent les agios. Maintenant, lorsque vous restez sans salaire pendant 3 mois, la banque calcule les agios des 3 mois qui sont toujours là. Et lorsqu'on vous donne votre premier salaire, la banque enlève tout pour les 3 mois et enlève pour le mois qui commence. Et il dit là, l'aspirant devient malheureux. Et déjà qu'on ne lui paye pas un salaire convenable, il dit qu'on ne respecte pas le décret qui régit les enseignants, qu'il n'y a pas un décret spécial pour les AME. Maintenant, ce traitement qui leur est fait, ils disent qu'ils sont à 60 000, si je m'en souviens, et maintenant il faut encore enlever, maintenant il faut leur faire une avance, encore retirer. Docteur Approvo, ne voyez-vous pas les aspirants dans une situation misérable? Est-ce qu'ils peuvent véritablement enseigner? C'est vraiment dommage. Et ils ajoutent que pour la plupart des aspirants, de ceux qu'on appelle aspirants, ils ont fait les écoles normales. Ils sont des enseignants formés par l'État béninois. Donc ils sont des enseignants pleins. Et puis on les appelle maintenant, l'État décide de les appeler maintenant aspirants au métier d'enseignant. Vraiment, c'est dommage qu'on parle encore d'aspiranat lorsque les gens ont déjà tout ce qu'ils... Le background pour la chose. C'est lorsque on n'est pas la chose qu'on peut dire qu'on est aspirant. Les gens sont déjà des enseignants parce qu'ils ont eu la formation. Il y en a qui ont la formation requise pour être... Et c'est un habit de langage de les appeler aspirants. On peut les appeler des pré-insérés. Pré-insérés. C'est mieux que aspirant. Aspirant, ça veut dire que vous pouvez laisser comme vous pouvez continuer. Donc, ces catégories c'est comme si on disait à un militaire qui est formé régulièrement qu'il est aspirant au métier militaire. Vous voyez un peu ce que ça retourne. Moi, je pense que le gouvernement doit repenser à ces catégories d'agents qui sont les plus nombreux. C'est les plus nombreux, ils font plus de la moitié du système éducatif, des acteurs de l'éducation. Et ça s'étend même jusqu'à l'université. Donc, il faut qu'on essaie de voir. Et nous attendons le gouvernement pour l'effet d'annonce du fin novembre 2022 pour voir quelle est cette magie, comment le gouvernement va s'y prendre avec ces catégories d'agents pour qu'on ait un vrai système éducatif digne du nom, vu les réformes entreprises par le chef de l'État, et qui veut un enseignement de qualité. Donc nous attendons pour voir, parce qu'il doit y avoir des motivations. Lorsqu'on commence par un mois d'avance, et qu'en fin novembre, le ministre d'État dit le gouvernement va se prononcer. Est-ce que ce n'est pas pour vous donner de l'espoir? Est-ce que vous savez véritablement ce qui se prépare? Normalement, on devrait discuter avec vous, non? Naturellement, c'est ça les négociations. Discussion avec les représentants des travailleurs. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Donc, nous n'avons pas une réelle négociation. En définitive, les AME, les aspirants métiers d'enseignants, on ne sait encore rien sur leur sort. Personne ne peut dire. On peut avoir de l'intuition à travers ce que le président de la séance a annoncé. Mais je pense que quelque chose sera fait. Sinon, ça serait vraiment dommageable pour le système éducatif de notre pays. Docteur Akpovo, il paraît qu'à la rencontre, les syndicalistes se sont prononcés sur les propos du chef de l'État face au MEDEF en France. Qu'avez-vous dit?
nous, au niveau de la COSI Bénin, nous n'avons pas débattu de la question. Mais par contre, d'autres centrales en ont débattu. Et ils ont pensé que, oui, c'est aussi notre point de vue, ils ont pensé que c'est très déplacé de tenir ces propos dans un pays où le droit de grève est respecté. Donc, le premier responsable du Bénin est en porte-à-faux avec la politique de lieu où il est en train de prononcer, de parler. Maintenant, la COSI Bénin, avec d'autres centrales, ont déjà porté plainte à l'OIT pour que le Bénin puisse respecter les conventions qu'il a librement signées depuis 1960. C'est quoi? Le Bénin est parti ratifier des conventions sur le droit de grève, donc on ne doit plus limiter. Mais si vous voulez, c'est une convention 97-98 de l'OIT, dont les experts, il y a des experts, il y a un comité d'experts qui se sont déjà prononcés. Pour dire que le Bénin viole ces conventions. Donc, ils appellent le gouvernement à faire une relecture du droit de grève au Bénin. Mais vous pensez que le gouvernement n'est pas informé de ces conventions? Le gouvernement ne sait pas qu'il a signé ces conventions puisqu'il y a la continuité de l'État? Comme je vous l'ai dit, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont voir un peu ce qui leur a été reproché. Si c'est vrai qu'ils n'ont pas eu les documents qui leur notifient de revoir la session des grèves au Bénin, qu'ils vont voir. Mais comment l'OIT aussi peut se comporter ainsi? On ne fait pas seulement une sortie, il faut adresser un courrier à un gouvernement. C'est plus responsable. Il y a une plateforme où vous avez normalement le ministère de la fonction publique du travail à cette plateforme-là et pourra chaque fois vous consulter ce que l'OIT dit en matière de travail sur tous les pays. C'est à la plateforme. C'est ça. Donc, on vous adresse pour chaque pays ce qui se fait en direction des travailleurs. On leur notifie au fur et à mesure. Donc, c'est normal qu'ils doivent normalement consulter cette plateforme. Ils ont dit qu'ils ont pris acte, qu'ils vont aller consulter pour voir un peu ce qu'on reproche au gouvernement béninois. Mais ce n'est pas maintenant, c'est pas maintenant tout de suite que l'OIT a décrié cela. L'OIT a décrié cela, ça fait plusieurs semaines. Plusieurs mois. Plusieurs mois. La plainte a été déposée par toutes les centrales syndicales du Bénin depuis 2021. Et à la dernière à la dernière rencontre de Genève, ils en ont parlé aussi. Le gouvernement a été représenté? Naturellement, le gouvernement doit... Parce que lorsqu'ils ont fini, les secrétaires généraux ont fini, et on leur a dit, mais venez regarder, on a déjà informé votre gouvernement de revoir, de faire la relecture des droits de grève, les lois sur les droits de grève. Donc, tout est déjà fait à l'international. Mais apparemment, le gouvernement n'est pas dans la même dynamique que l'OIT, les syndicats et autres. C'est ce qu'on pourrait dire. C'est vraiment dommage parce que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit signifie que si on signe soi-même des conventions, on doit pouvoir respecter. Et on doit chaque fois se référer à ces conventions. Soit on se désengage, soit on respecte. Donc, le Bénin est toujours un pays de droit, selon vous? Nous n'allons pas, parce que nous sommes dans un conseil des nations. Le Bénin, depuis 1990, a tourné la page et est cité en référence. Maintenant, s'il y a des zones d'ombre, ça serait vraiment dommage. Nous sommes au terme de cet entretien. Docteur Denis Apovo, je vais vous laisser dire le mot de fin. Merci, M. Chabel. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aux travailleurs
qui s'échinent malgré les conditions rudes, malgré la morosité économique, malgré le maigre salaire, qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour valoriser le travail. Et que nous, la COSI Bénin, exhorte le gouvernement à remettre l'homme au cœur du travail pour un épanouissement et le développement de notre pays, le Bénin. Oui, juste une petite question qui m'avait échappé. Il paraît qu'encore au Bénin aujourd'hui, il y a des travailleurs qui ont commencé depuis 2008 à travailler régulièrement. Il y a d'autres qui ont commencé en 2012, 2014, mais certains ne sont jamais payés, d'autres sont sur leur premier salaire jusqu'à présent. C'est vrai? Vous confirmez cela? C'est vrai, c'est confirmé même par le ministre de la fonction publique. Il y a encore près de 550 agents qui sont depuis 2008, qui ne sont pas encore reversés, qui n'ont pas un seul copec à la fin de chaque mois, et qui continuent de travailler. Et on les affecte. C'est comme ça. Et il faut que ce dossier aboutisse. Et c'est des pères, des mères de famille. Pratiquement 15 ans. Qui sont là, qui travaillent, qui se chinent. Moi, j'ai des exemples. Et c'est vraiment dommage. Il paraît que ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation, il y a aussi ça dans d'autres secteurs. Oui, de la santé. La santé, par exemple? Oui, de la santé. Qui vient travailler. Je me demande comment ça se passe. Dans un pays sérieux où il y a une catégorie qui ne perçoit pas les salaires, qui sont utilisés comme tels. C'est pas bien. Il faut qu'on change un peu de paradigme par rapport au travail et aux travailleurs. On ne peut pas avoir un rendement sans mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons. Docteur Denis Apovo, je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Moussa Latondi, a dévoilé ce 12 septembre la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux. La Mauritanie le 24 septembre et le Madagascar le 27 septembre, prévu pour se disputer à Rabat au Maroc. Le nouveau joueur de la Sirène FC, ancien capitaine des Écureuils du Bénin, Moussa Latondi, signe son retour après 2 ans d'absence. Convoqué pour la première fois, Samson Akinyola aura la chance de faire valoir son talent. Suivez ici les explications de Moussa Latondi. Il est le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Bénin. Pour les matchs FIFA, il s'agit de Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Asoba Youssouf, Shaona Shamsdin, Bemaitor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Sessi, Olaitan Junior, Sesseyon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésué, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Voilà la liste des 23 sélectionnés pour les matchs du Maroc. Ne vous inquiétez pas. Dandinou, c'est un très bon gardien et je le connais déjà. C'est le moment pour nous aujourd'hui de regarder certains gardiens aussi pour les mettre en confiance. Il ne faut pas qu'on reste sur 1 ou bien 2 et puis après il n'y aura pas de pièces pour échanger. Donc c'est le moment d'essayer les nouveaux qui viennent d'arriver. Sinon, on compte beaucoup sur Marcel. Et le second, c'est Sesseyon.
Sesséon, je ne peux plus ou bien présenter Sesséon, tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est un monsieur qui, depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le Bénin comme il le fait. Et je le suivais depuis près de 3-4 mois. Il s'entraîne très bien jusqu'à ce qu'il a eu son club. Et je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable, s'il peut encore nous aider ou bien un peu plus. Stéphane, c'est un joueur vraiment professionnel. Il s'entraîne depuis longtemps. Et là, maintenant, il a eu quelques minutes dans son club, là où il a signé. Donc, c'est déjà positif pour moi de le voir jouer déjà, monter sur le terrain. Le reste, tout le monde connaît Sesséon, de quoi il est capable. Dès qu'il sera physiquement au point, on sait de quoi il est capable. Et puis, voilà, on aura tout le temps devant nous pour les 2 matchs-là et pour le voir. Un but à 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre qui opposait les Buffles du Borgou au FC Calonne en marge du premier tour préliminaire de la Coupe CAF qui s'est déroulé sur le vétéran du Stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou de Cotonou ce 9 septembre. Les précisions avec Léonard Claudel Soneikon, Moukalil Moutaro. Cet après-midi du 9 septembre 2022, les Buffles du Borgou accueillaient le FC Calonne de la Sierra Leone à domicile au stade général Mathieu Kérékou pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2022-2023. C'est une première mi-temps assez calme pour les locaux qui ont vendangé bon nombre de leurs occasions sans être inquiétés. La seconde mi-temps, celui des visiteurs, les verra ouvrir le score dans cette rencontre. 63e minute, sur un corner direct, les Sierra Leonais marquent par l'entremise de Memba Sesai. 1-0, le score restera intact jusqu'à la fin de sifflet final, malgré un réveil tardif des joueurs de Buffles. Quelques personnes venues suivre cette rencontre livrent leurs impressions à chaud à l'issue du match. L'impression de déception, c'est toute une déception que nous avons après ces 90 minutes que nous avons observé, 90 minutes de rencontre entre les FC du Borgou et Calonne de la Sierra Leone. Une équipe qui n'a rien montré pratiquement dans la première partie, mais qui finit par avoir le gain de ce match, qui finit par avoir les 3 points. Et nous avons constaté une équipe des Buffles du Borgou pendant les 45 premières minutes qui avait toutes les occasions pour scorer, qui n'a pas su le faire, mais qui a pris un match dans un sens de jeu de plaisir. Il fallait penser à une règne de gagner, il fallait penser à un engagement, penser à ce qu'au-delà de la composition, depuis son camp, il faudrait penser à scorer. L'équipe adverse les a contenus et a pu se donner toute la confiance à la deuxième partie et a pu faire ce qu'il faudra faire. C'est l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'était de marquer. Nous n'avons pas su comprendre très tôt. Et c'est vers la fin, dans les dernières secondes, qu'on a compris qu'il faudra s'y mettre. C'était trop tard. C'est dommage, le résultat est ce que nous avons vu. Vivement que la phase retour se passe de meilleure façon. Calonne est venu gagner au Bénin, les buts peuvent aller gagner en Sierra Leone. Encore que ce n'est pas en Sierra Leone, le match se déroulera au Libéria, c'est encore possible de le faire. Vivement que ce jour soit et que le meilleur soit pour les Buffles. Déception, c'est vrai qu'on avait un peu idée de ce que serait ce match-là parce que l'équipe des Buffles est en pleine reconstruction après le départ de certains cadres, mais on s'attendait à un meilleur résultat qu'une défaite à domicile. L'équipe a été presque inexistante en seconde partie, la défense un peu faillible, ça a un peu dormi, ils ont considéré le but, ils ont tenté d'égaliser, mais ça n'a pas été fait. Un match retour qui sera compliqué parce qu'après une défaite 1-0 à domicile, je pense que les Sierra Leonais vont vouloir conserver ce score-là et certainement, pourquoi pas, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tenter de rendre la tâche un peu compliquée aux Buffles. Qu'est-ce qui a manqué? C'est beaucoup plus sur le plan offensif parce que les Buffles n'ont pas manqué d'occasions, ils en ont eu en première partie.
mais les attaquants n'ont pas pu concrétiser ces quelques occasions qu'ils ont pu avoir. Et comparativement aux autres, ils en ont eu 3 en seconde partie, ils ont marqué 1. Donc c'est beaucoup plus un problème d'attaque et on espère vraiment que le coach va pouvoir corriger le tir avant le match retour dans une semaine. Bon, il faut dire qu'on nourrit un peu de regret parce que vous voyez quand vous débutez bien un match et qu'en seconde partie vous encaissez un but inattendu sur un coup de pied arrêté, c'est vraiment regrettable. On a eu des occasions, on aurait pu profiter, en mettre une, mais on n'a pas pu mettre un but et là l'adversaire nous surprend à un moment crucial, c'est vraiment regrettable. Le front offensif, nous avons constaté que les joueurs n'étaient pas vraiment lucides devant les buts. Il y a eu des occasions qu'on pouvait mettre au fond des filets, mais ils ont manqué un peu de lucidité face au but. Les prises de risque, on ne va pas dire que ça a manqué, mais la chance n'était pas de leur côté, si on peut se permettre de le dire. Voilà, c'est ce qui a manqué, effectivement. Non, je ne pense pas qu'il y ait espoir, parce que quand vous laissez battre par un adversaire, à domicile, aller là-bas, il est vrai que c'est un service minimum 1-0. Aller là-bas pour aller battre cette équipe, ce serait un peu compliqué. Le coach, s'il était un bon analyste, il devait vite comprendre au milieu du terrain que ça n'allait plus, que Alfred Neko était fatigué, puisque ces changements ont été trop lents. Les changements sont venus en retard. Lors du tirage, tout le monde savait que l'équipe Sierra Leone était prenable. Mais Ghana a été notre surprise. Nous venons de perdre sur nos installations. Au match retour, ce serait très difficile. Mais dans le football, rien n'est difficile, rien n'est facile. Le plus important, c'est d'aller là-bas avec l'ambition de revenir d'abord au score et d'aller chercher les 3 points synonymes de qualification pour le second tour. Les Buffles du Borgo se déplacent pour le match retour le 17 septembre, donc une semaine après. Rentrée parlementaire aujourd'hui au Sénégal, 165 députés de la 4e législature sont attendus à 10h. Golf TV Africa vous en fait le point ce soir. La Gambie sursoit l'usage du paracétamol sous forme sirop, une mesure de précaution après le décès de plusieurs enfants suite à des cas d'insuffisance rénale aiguë. L'Ukraine a lancé une série de contre-offensives à l'est et au sud. L'un des objectifs qu'est la ville de Kherson qui a été isolée du reste de l'Ukraine. Merci de nous rejoindre au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Gold TV Africa. Mesdames, Messieurs, la deuxième partie de l'actualité, du siège de l'information, l'actualité internationale. Rentrée parlementaire aujourd'hui, ils sont au total 165 députés sénégalais à se rendre à l'Assemblée nationale dans le cadre de la 14e législature. Il faut rappeler qu'à l'issue des législatives du 31 juillet dernier, la coalition du président Macky Sall a emporté la majorité absolue de justesse avec 82 élus, plus un ralliement, celui de Pape Diop. L'opposition des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, qui avait noué une alliance, a quant à elle obtenu 80 sièges. Le premier acte de la nouvelle Assemblée sera l'élection de son président. Suivez. Qui pour remplacer Moustapha Niasse, fidèle du président Macky Sall au perchoir. Du côté de la majorité, les noms d'Aminata Touré, tête de liste Beno Bok Yakaar aux législatives, d'Amadou Ba, ancien ministre des Affaires étrangères, ou encore d'Ali Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, ont circulé dans la presse. L'opposition, elle, parviendra-t-elle à rester unie? Barthélémy Dias, maire de Dakar, a annoncé sa candidature dimanche pour Yewwi Askan Wi. Mais le député maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, est aussi sur les rangs.
Et dans le camp de Walou, Sénégal, formé autour de l'ancien président Abdoulaye Wade, le nom de Mamadou Lamine Thiam avait été avancé. Ce week-end, majorité et opposition ont réuni les élus lors de séminaires. C'est un classique, relativise un responsable de la coalition présidentielle, un moment d'échange pour familiariser les nouveaux députés aux règles de l'Assemblée. La rentrée parlementaire ouvre en tout cas une séquence politique inédite avant la nomination attendue d'un nouveau Premier ministre. Le poste supprimé par le chef de l'État en 2019, puis rétabli fin 2021, n'a toujours pas été pourvu. En ligne de mire, la présidentielle prévue en 2024. La Gambie suspend l'usage du paracétamol sous forme de sirop. Une mesure de précaution après le décès de plusieurs enfants suite à des cas d'insuffisance rénale aiguë ces dernières semaines. En plus de la bactérie E. coli retrouvée dans les selles des patients, le sirop paracétamol est l'une des potentielles causes à l'étude. Suivez. C'est une épidémie qui intrigue et inquiète en Gambie. Depuis le mois de juillet, 28 enfants sont décédés d'insuffisance rénale aiguë apparue après des diarrhées. C'est ce que révélait un rapport des autorités sanitaires du pays le mois dernier. Ce week-end, le ministère de la Santé a donné plus de détails sur l'enquête en cours à travers un communiqué. La bactérie Escherichia coli, qui peut causer des lésions au niveau rénal, a été retrouvée dans les selles de la plupart des patients. La piste d'une infection bactérienne est donc privilégiée. Mais les médecins gambiens n'écartent pas l'hypothèse du sirop de paracétamol. En effet, la majorité de ces enfants ont reçu ce médicament dans les jours précédant leur décès. Selon le ministère de la Santé, l'ingestion de ce tantalgique a déjà causé des épidémies d'insuffisance rénale dans d'autres pays. La Direction nationale de la santé a donc demandé à tous les hôpitaux du pays de ne plus utiliser ce sirop et de le remplacer par de simples cachets de paracétamol, au moins jusqu'à la fin de l'enquête. Dans son communiqué, le docteur Moustapha Bitaille, chargé des opérations, rappelle que la saison des pluies et les inondations récentes ont fait remonter les égouts en surface. Plusieurs points d'eau ont donc été contaminés. Les autorités appellent à respecter des mesures d'hygiène strictes. Une équipe d'experts des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, agence fédérale américaine, arrivera cette semaine en Gambie. Les Tunisiens, accablés par la pénurie de nourriture et la chaîne d'approvisionnement perturbée, les gens se plaignent que la situation devienne insupportable. Reportage. Les consommateurs tunisiens sont mécontents car la pénurie alimentaire a touché toutes les régions du pays. Même les grands producteurs agricoles du nord-ouest de la Tunisie sont confrontés à une crise similaire. Les gens se plaignent que la situation devienne insupportable. Plusieurs dizaines de produits alimentaires de base ne sont pas disponibles sur le marché, comme les pâtes, le sucre, le café, l'eau minérale, la farine, l'huile végétale, le lait, les biscuits et presque tout ce dont nous avons besoin. C'est inacceptable. Nous nous réveillons chaque jour avec de nouvelles pénuries alimentaires. Les organisations de protection des consommateurs affirment que la Tunisie dépend fortement des importations étrangères de sucre, de café, de céréales et d'autres produits. Cela a rendu le pays nord-africain vulnérable aux fluctuations du marché. Les pénuries alimentaires sont plus fréquentes et permanentes dans certaines régions. Il n'y a aucun signe de reprise en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et d'une pénurie de devises. Le gouvernement doit chercher des solutions urgentes car les consommateurs tunisiens souffrent. L'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix du gouvernement indique que le ministère du Commerce a observé une augmentation des pénuries alimentaires dans tout le pays. Les autorités ont également noté une augmentation de la thésaurisation des marchandises par certains commerçants dans le but de faire monter les prix. L'approvisionnement du marché est perturbé pour des dizaines de denrées alimentaires en raison des difficultés d'approvisionnement national et mondial actuelles. La spéculation est par ailleurs responsable de cette situation. Nous lançons une opération à grande échelle pour lutter contre le monopole alimentaire et la spéculation. En mars, le président tunisien Kais Saied a lancé sa guerre contre la spéculation. Il a adopté un décret imposant de nouvelles peines sévères.
Les peines maximales vont de 10 ans pour spéculation ordinaire à 20 ans pour spéculation sur des produits subventionnés et jusqu'à 30 ans pour appartenance à un cartel de spéculateurs. Elles sont assorties de lourdes amendes. La Tunisie est confrontée à des pénuries alimentaires alarmantes alors que les prix de toutes les denrées alimentaires ont grimpé en flèche pour atteindre des niveaux sans précédent. Selon l'Institut national de la statistique, l'inflation des produits alimentaires a atteint 11,9% en août contre 11% en juillet. L'Ukraine a lancé une série de contre-offensives à l'est et au sud. L'un des objectifs est la ville de Kherson, qui a été isolée du reste de l'Ukraine. Un grand nombre de ses habitants ont dû fuir. Visite d'un centre de réfugiés ici à Zaporizhia. Dans ce centre de réfugiés de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, une file d'autobus arrive chaque jour avec des civils fuyant les combats dans le sud et l'est de l'Ukraine, en ce moment sous contrôle russe. Certains de ceux qui arrivent viennent de la région de Kherson, une zone frappée de violents combats ces derniers jours, avec des rapports selon lesquels les forces ukrainiennes ont récemment fait exploser les principales lignes d'approvisionnement russes, de même que les ponts le long du fleuve Dniepr qui relie la ville, rendant extrêmement risqué de s'échapper de la zone. L'Ukraine affirme que l'occupation de Kherson par la Russie depuis le début du mois de mars est illégale au regard du droit international, tandis que les Russes affirment qu'ils sont là grâce au soutien populaire et pour protéger les civils. Beaucoup de ceux qui arrivent ont d'immenses besoins. Ils ont besoin de nourriture, d'un abri. Certains d'entre eux ont besoin d'un soutien psychologique ayant fui le conflit. Nous aidons à résoudre les problèmes émotionnels. Dans les premières heures, après avoir quitté les territoires occupés, c'est très difficile pour eux. J'apporte ici des premiers soins psychologiques. Au début, les gens ne souffrent pas toujours immédiatement un psychologue. Mais très souvent, ils commencent à pleurer, y compris des larmes de joie. Ils se sentent enfin en sécurité. Oleksandr Yaremenko a fui Kherson il n'y a que 2 jours, soit après l'annonce du début d'une contre-offensive ukrainienne visant à reprendre la région il y a plus d'une semaine. Son voyage, comme beaucoup d'autres souhaitant rejoindre ce centre de réfugiés depuis Kherson, a été extrêmement dangereux en traversant les lignes militaires russes et ukrainiennes. Plus d'une demi-douzaine de centres de réfugiés ont été mis en place à Zaporizhia, comme celui-ci, pour aider ceux qui fuient les combats. Ce centre est l'un des plus grands et à son apogée, il aidait plus d'1 millier de personnes par jour en fournissant de la nourriture, un abri et des médicaments à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, bon nombre de ceux qui ont fui les combats se sont déplacés vers des endroits relativement paisibles au nord ou à l'ouest de l'Ukraine. Toutefois, avec les Russes qui opposent une forte résistance dans le sud et qui contrôlent toujours la ville de Kherson, que les forces ukrainiennes ne parviennent pas à reprendre cet important territoire de la région, les chances que ce conflit se termine bientôt semblent peu probables. La milice populaire de Donetsk affirme avoir éliminé fin août une unité des forces spéciales ukrainiennes près du village de Gorlokva. Dans le Donbass, notre chaîne partenaire a rencontré le 10 septembre le chef d'une unité de reconnaissance de la milice de la République populaire de Donetsk et a pu voir ces équipements que son groupe dit avoir récupérés sur les forces ukrainiennes neutralisées. Suivez. L'opération commence le 26 août dernier quand un peloton de reconnaissance de la milice populaire a intercepté et éliminé une unité des forces spéciales ukrainiennes près du village de Gorlovka. Parmi les membres de cette unité commando, un éminent nationaliste ukrainien, Vyacheslav Matveyev, commandant adjoint pour la reconnaissance du 5e régiment de la 1re brigade présidentielle. La vidéo issue de sa caméra corporelle ainsi que d'autres pièces à conviction ont démontré que l'Ukraine était en train d'envoyer un autre groupe commando dans le secteur. 3 corps appartenant aux forces ukrainiennes ont été retrouvés à l'issue du combat, dont l'un avait sur lui du matériel explosif d'une quantité équivalente à 5 kg de TNT. Selon les services de renseignement de la République populaire de Donetsk, la milice populaire a mené ici dans le Donbass une opération de 15 jours
et a éliminé 2 groupes des forces spéciales ukrainiennes qui envisageaient procéder à des attaques terroristes sur le territoire de la République. Je vais parler au chef de l'unité de reconnaissance qui a activement participé à l'élimination de ces groupes. Il va me montrer les équipements de ces unités des forces spéciales ukrainiennes. Ce type d'équipement est utilisé pour faire exploser des sites, faire sauter des ponts, des véhicules, voire des personnes. Cela a été retrouvé dans un sac d'un militaire du groupe du commando des forces armées ukrainiennes qui portait le pseudo Tigre. En tout cas, là où ce groupe a été éliminé, il y avait là-bas des civils, des infrastructures. Et cela aurait pu être utilisé contre des personnes qui se trouvaient à nos côtés, des civils. Une simple recherche sur Internet vous indiquera que ce type d'explosif plastique est régulièrement utilisé par le génie civil, mais pas par des militaires sur le front. Quel était l'objectif de ce groupe ukrainien? Il est difficile de le dire aujourd'hui car ils ont tous été éliminés. Cependant, tout ce matériel dit aux experts qu'ils voulaient mener des actes de sabotage, peut-être des attaques terroristes pouvant amener à de nombreuses morts. Terrorist acts that could have resulted in the deaths of many people. Voilà qui va mettre un terme à cette messe de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure, dans un peu moins d'une dizaine de minutes, l'intégralité de la cérémonie d'installation officielle des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Une cérémonie qui a eu lieu ce jour au palais de la présidence de la République à Cotonou et dirigée par le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.